Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vision qui sera consacrée ce soir à la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Signé en 2002 et entré en vigueur en 2005, cet accord devait marquer une étape importante dans le partenariat entre les deux parties. Cependant, 2 décennies après, le constat est amer du côté algérien. Celui-ci considère que cet accord est loin de répondre à ses attentes, en particulier en termes de retombées économiques et d'équilibre dans les échanges. Alors que des négociations pour réviser cet accord sont en cours, nous essayerons de nous intéresser aux implications d'une telle révision. Quels sont les enjeux économiques, diplomatiques et stratégiques pour les deux parties et comment cet accord pourrait-il être remodelé pour mettre fin au déséquilibre dont souffre l'Algérie, pour répondre enfin aux aspirations de chacune des deux parties tout en respectant les principes d'un partenariat équitable. Nous allons donc essayer de répondre à toutes ces questions grâce aux interventions éclairées de nos invités. J'aurai le plaisir d'accueillir pour vous ce soir Monsieur Toufiq Hadkhayel. Vous êtes président du CAFLEX, cluster algérien des fruits et légumes à l'export. C'est Toufiq. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous aurons également avec nous Nabil Djem'a, expert économique et financier. Monsieur Djem'a, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et comme chaque lundi soir, nous avons également avec nous notre consultant, Mohamed Achir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, si vous permettez, nous allons essayer de faire un peu de pédagogie. La chose économique est tellement claire pour vous qui êtes dans le domaine. Elle l'est un peu moins pour nous, les citoyens. Donc, on essaiera d'expliquer certaines choses, si vous permettez. Alors, ma première question est toute simple. On parle souvent d'accords de partenariat ou d'accords de coopération entre deux États. Et on parle aussi d'un accord plus large avec l'Union européenne. Ça se passe comment lorsqu'il y a comme ça des accords bilatéraux et qu'il y a un accord cadre avec l'ensemble de l'Union européenne? Je pense que l'accord d'association est censé justement être un accord qui s'étale sur plusieurs secteurs et un accord aussi, c'est-à-dire qui ne se limite pas seulement à un cadre des échanges, le cadre des échanges, c'est-à-dire le cadre commercial. Oui. Donc il y a le volet économique, le volet diplomatique, industriel, culturel, le volet de la gouvernance de l'entreprise, par exemple. Et il y a le volet aussi même de la liberté de circulation normalement des personnes, des capitaux, des marchandises, etc. Donc il y a la coopération approfondie en matière aussi de transfert de la technologie, de la coopération universitaire, la recherche scientifique. Donc ça englobe un certain nombre de domaines. Donc ça ne se limite pas seulement à la circulation des marchandises. Voilà, quand on parle d'un accord d'association, donc il a un caractère global et un caractère aussi structurel et de long terme. C'est-à-dire il n'est pas c'est-à-dire limité dans le temps, mais il est censé même s'améliorer davantage, parce que d'ailleurs dans l'accord d'association, l'accord d'association Algéro-Union européenne a prévu même des institutions qui vont suivre cet accord, le Conseil du gouvernement, le comité de suivi, parce qu'il y a justement cet objectif qui est tracé à long terme pour pouvoir renforcer davantage cette coopération et aller dans, c'est-à-dire plusieurs secteurs. Monsieur Djem'a. Donc c'est un accord d'association avec plusieurs pays européens, donc ils vont toucher à tous les critères. Le critère économique, financier, social, culturel, aussi militaire, politique. Donc il y a tous les critères qui sont pris en compte, pour l'accord d'association avec, actuellement les Européens ils sont à 28. Donc on a signé à l'époque, ils étaient 20. Donc aujourd'hui, ils sont 28. Donc c'est un accord qui touche à tous les critères de la vie d'un pays, c'est-à-dire beaucoup plus le critère économique, le critère social. Dans le critère économique, donc on a la circulation des capitaux, des personnes et des marchandises. Dans le critère financier,
on a les conventions de crédit, les accords cadres avec les banques algériennes. Donc on a signé plusieurs conventions avec tous les pays, européens par exemple. On a signé avec la France, avec la Hollande, il y a les conventions avec les banques. Donc ça va aller même au niveau des banques, des conventions de crédit préférentielles, où l'Algérie peut, c'est-à-dire à l'époque, l'Algérie, elle a contracté des crédits financiers avec le Club de Paris et le Club de Londres. Donc tout ça, c'est le côté financier. Il y a le côté social aussi, donc le côté social et culturel, et il y a le côté démographique aussi, même sur le plan démographique. Donc il y a les 7 critères que nous connaissons dans la vie d'un pays. Donc, Monsieur Hadkhaïl, cet accord d'association, c'est celui qui prime par rapport aux accords bilatéraux d'État à État? Oui, puisque d'après la législation européenne, c'est Bruxelles, en fin de compte, qui gère l'aspect économique et qui donne les directives. On appelle ça une directive, qui donne les directives, en fin de compte, aux différents pays. Donc il est supranational, c'est-à-dire qu'il est au-delà des différentes nations. Et c'est en ça, en fin de compte, que c'est important de renégocier ces accords, parce que d'un côté, on a 500 millions de personnes, et de l'autre côté, on a 47 millions, et 60% des échanges de l'Algérie, en fin de compte, se font avec l'Union européenne. C'est le premier partenaire économique de l'Algérie. C'est pour vous dire, en fin de compte, à quel point cet accord-là est important, aussi bien pour l'Algérie que pour l'Union européenne. Alors, une question très simple. L'Union européenne, c'est 27, voire 28 pays maintenant. Quand on négocie comme ça un accord d'association avec plusieurs pays, est-ce que l'Union européenne fonctionne comme un bloc homogène avec lequel on négocie, ou est-ce que ces différences, parce que chaque pays a ses intérêts, la relation algéro-italienne est différente de la relation entre l'Algérie et la Slovénie ou un autre pays, est-ce que ces différences sont prises en compte, ou est-ce qu'on négocie avec un bloc homogène qui est là pour défendre les intérêts de l'Union européenne d'une manière générale? Donc, c'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il y a ce bloc, effectivement, ce qui fait la raison d'existence de l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est cette union, c'est une union, donc, et cette union se fait sur le volet économique, le volet politique, même de défense, etc., de la circulation des personnes. Donc il y a des réglementations communes, et ils ont même, par exemple, la politique agricole commune, la PAC, qui est très connue. Ça leur donne plus de force parce qu'ils fonctionnent en bloc. Et en tout cas, sur plusieurs secteurs, sur plusieurs domaines, ils ont déjà préalablement construit. Il y a eu un processus, parce que l'Union européenne, c'était un processus de construction depuis pratiquement 1952, après 1957, après il y a plusieurs étapes de la construction de l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui, et ça continue encore. C'est un processus. Mais maintenant, dire aussi qu'il n'y a pas de contradiction entre les pays membres de l'Union européenne, c'est faux. Donc il y a toujours des contradictions. Et on le sent, d'ailleurs même le rapport Draghi a parlé de ces contradictions internes et de l'incapacité de développer davantage l'intégration économique de l'Union européenne. Parce qu'il y a justement le bilatéral. Donc de certains pays qui travaillent aussi seuls et qui font des contrats, des conventions avec d'autres pays, et dont un peu parfois l'intérêt du pays c'est-à-dire est mis en avant davantage que l'intérêt de l'Union européenne. Et d'ailleurs, on voit un peu parfois des discussions houleuses entre les différents membres de la Commission européenne. C'est un point sur lequel on peut agir lorsqu'on négocie, sachant qu'il y a ces divergences. Effectivement, voilà, c'est une très bonne question. Maintenant, puisque l'Algérie veut renégocier profondément cet accord, d'abord, l'Algérie a une tradition de coopération bilatérale avec plusieurs pays de l'Union européenne. Et là, il y a même des pays avec lesquels on est vraiment en très bonne coopération, comme l'Italie. Et l'Italie, nous sommes, c'est-à-dire un fournisseur d'environ 30 milliards de mètres cubes de gaz.
Nous sommes le premier fournisseur en énergie de l'Italie. Donc l'Italie, par exemple, c'est l'un des pays, c'est-à-dire c'est l'un des pays avec lequel on peut avoir beaucoup d'entente et beaucoup c'est-à-dire d'appui déjà dans la négociation, et surtout qu'il y a cette même dynamique ces dernières années, mais aussi avec d'autres pays, parce que en fin de compte, c'est vrai, l'Union européenne, on le voit comme un bloc, d'accord, c'est vrai, les normes, elles sont européennes, la réglementation, etc., mais on peut justement non, bon, je ne dirais pas qu'on ne peut pas négocier avec l'Union européenne, parce qu'il faut négocier avec l'Union européenne directement. Oui. Mais aussi, il faut mettre en avant nos intérêts bilatéraux avec certains pays avec lesquels nous avons quand même un partenariat bénéfique. Oui. Alors, on va arriver à cet accord d'association avec l'Union européenne. Il est intervenu dans quel contexte ? Notamment économique. Hein. Dans le contexte économique, beaucoup plus, c'est-à-dire actuellement, il y a l'accord standard avec tous les pays, les 28, un accord standard, et il y a les accords préférentiels entre pays. Donc l'Algérie et l'Italie, elle a des accords préférentiels. Donc c'est pas la même chose. C'est pas le même. Oui. Si on va aller à l'article 9, les droits de douane, donc avec la communauté européenne, avec les 28, il y a l'article 9 qui parle des droits de douane. Donc les droits de douane, ils sont comme ça. Mais si on va à l'accord préférentiel, si le taux il est à 7%, 8% pour les produits européens, dans l'accord préférentiel avec l'Italie, on peut descendre à 3 et même aller à 0. Parce qu'il y a la loi sur l'investissement en Algérie qui dit, l'article 7 et 8, qui dit que les investisseurs étrangers qui rentrent en Algérie en partenariat avec une entreprise algérienne, donc ils ne payent pas ni de droits de douane, ni les agios, ni les commissions bancaires. Donc là, on va vers le préférentiel. Donc il y a deux choses dans la négociation. C'est-à-dire on peut signer avec tous les pays, les 28, et il y a les accords préférentiels. Avec l'Espagne, on a des accords préférentiels. On peut jouer sur ça justement lors de ces négociations. Notamment selon les articles, parce que les articles qui parlent de droits de douane, qui parlent d'investissement, qui parlent d'emploi, donc ces articles, ils sont standards. Mais il y a des articles avec certains pays où on va vers le préférentiel. Alors, M. Hadkhaïl, quand je parlais de contexte aussi, tout le monde savait qu'en 2005, l'Algérie n'exportait pratiquement que des hydrocarbures. Et la réalité est tout autre aujourd'hui. Comment faire valoir justement cette nouvelle réalité pour imposer justement cette révision ? C'est-à-dire que l'Algérie de 2005 et de 2025 n'est plus la même. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir... On a 3 leviers, en fin de compte, sur lesquels on va jouer. C'est les règles d'origine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une règle d'origine ? Ça va déterminer si le produit est made in Algeria à tant de pourcents, voilà, à 10%, à 100%, à 90%. Pourquoi ? La deuxième des choses, ce sont les tarifs douaniers. Et la troisième des choses, c'est les normes techniques. Voilà, parce que vous avez sur ces 3 leviers-là que va se jouer le gros de la négociation. Pourquoi ? Parce que si vous avez des règles d'origine à ce moment-là, c'est-à-dire que vous prenez un téléphone portable, je vous prends le cas d'un téléphone portable, vous ne faites que la coque et vous mettez Made in Algeria, ou bien l'Union européenne va exiger qu'il soit à 100% algérien. Vous parlez du taux d'intégration. Tout à fait. Et c'est parce que le taux d'intégration a des conséquences sur les usines qu'on va pouvoir placer en Algérie et faire un montage. Donc, Monsieur Hadkhaïl, moi je voudrais bien qu'on arrive justement à ces mécanismes, comment on négocie, mais avant cela, moi je voudrais bien comprendre une chose. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on demande de réviser un accord d'association,
est-ce que c'est aussi évident que ça? Parce que moi, l'Union européenne, je suis dans ma zone de confort. C'est un accord qui m'est favorable, pratiquement à 1000%, et qui est en défaveur de l'Algérie. Est-ce que c'est déjà un processus laborieux et difficile et long de demander déjà à ce que l'Union européenne accepte de réviser cet accord? En fin de compte, quand j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, chaque partie peut dénoncer cet accord-là sur une simple demande, en fin de compte. Voilà. Et après, ce sera l'autre partie de répondre et de tenir compte de cette dénonciation. D'accord. Alors, il faut dire que il n'y a pas que l'Algérie qui a demandé de réviser cet accord d'association avec l'Union européenne. Il y a d'autres pays qui, à la limite, parfois demandent des ajustements. Et on accède comment à cette quête d'un pays tiers qui demande cette révision? Oui, justement, parce que il y a quand même des contextes différents. En parlant de l'Algérie, le contexte du début des années 2000 n'est pas le contexte d'aujourd'hui. D'abord, l'Algérie, quand elle avait signé cet accord, elle l'avait ratifié en septembre 2005. Les négociations ont pris quand même du temps. Mais il faut rappeler une chose, l'Algérie venait de sortir aussi d'une décennie noire, avec une destruction pratiquement du secteur public économique. Son tissu industriel. Tout à fait. Il était soit des entreprises carrément fermées, soit ils fonctionnaient à peine à 30-40% de leur capacité de production. Et le secteur privé n'était pas aussi important comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons quand même une économie dans certaines filières qui est dynamique et qui a de la production, de la qualité. Nous avons des filières très développées. Et d'ailleurs, si on fait un rappel de ce contexte, donc début des années 2000, on a importé le ciment, on a importé le rang à béton, on a importé pratiquement tout, y compris beaucoup de produits agroalimentaires. Mais aujourd'hui, on exporte du ciment, on exporte du rang à béton, on exporte quelques produits industriels et on exporte des produits agricoles. Donc il y a des contextes différents. Donc l'évolution de l'économie algérienne, il faut la prendre en compte, comme d'autres pays aussi qui veulent renégocier. Et d'ailleurs, je pense que l'Union européenne a compris ça. D'ailleurs, depuis 2020, l'Union européenne a lancé des programmes. Et il y a le programme Horizon Méditerranée, un autre programme Horizon Afrique. Pourquoi? C'est dans la vision de renégocier davantage ces accords d'association, surtout avec l'Union africaine et la Méditerranée du Sud. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, en quelque sorte, maintenant, se retrouve aussi disons, il y a de la concurrence par rapport au marché international. Il y a les Américains, d'abord, c'est-à-dire qui prennent des taxes maintenant, surtout avec l'arrivée du président Trump. Et il y a aussi la Chine qui fait de la réciprocité, étant donné qu'on a taxé la voiture électrique, etc. Donc je pense que même l'Union européenne elle a cet intérêt de réviser ces accords avec plusieurs pays, que ce soit de la Méditerranée du Sud ou de l'Afrique. Très bien. Alors, pour parler de cette révision que le président de la République a placée au centre de ses priorités, puisque c'est un dossier qu'il suit personnellement, en témoigne le dernier Conseil des ministres, où il a été justement sujet de cette révision. Alors, le président a tenu à souligner que c'est une révision apaisée et responsable, et que cet accord d'association, comme l'a affirmé le chef de l'État, n'a aucunement un arrière-fond conflictuel, mais au contraire vient renforcer les relations cordiales entre l'Algérie et l'Union européenne. C'était important de le rappeler pour peut-être barrer la route à ceux qui voudraient prêter d'autres intentions à l'Algérie. Bien sûr, sur le plan géopolitique et sur le plan diplomatique. Donc, on a une convention qu'on a signée aujourd'hui, après 15 ans, après 20 ans, on a le droit de revoir la liste des produits. Donc, avant, il y avait une liste, aujourd'hui, on doit la changer. Avant, comme il a dit M. Hachim, il y avait le rang à béton dans la liste qu'on importait, maintenant, on a cessé. Donc, on doit revoir les produits, la nouvelle liste des produits, notamment les produits agricoles, c'est-à-dire actuellement, la communauté européenne
pour l'exportation des produits algériens, on a des barrières solides. C'est très solide. Donc c'est pour cela, dans l'accord, on est tenu aujourd'hui, notamment la protection des produits algériens selon l'article 18. Donc on a le droit de protéger nos entreprises. On a même signé l'article 41 où on devait faire la protection de l'industrie et l'agriculture locale. Donc on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit, on a le droit maintenant de demander qu'il y a un équilibre, parce qu'il y a un déséquilibre. Aujourd'hui, le déséquilibre, on a importé pendant 15 ans, pour 500 milliards de dollars, et eux, ils ont importé de l'Algérie 129 milliards. Donc, il y a un déficit de 350 milliards. Donc, on a préparé des dossiers commerciaux, avec des dossiers commerciaux et des produits qu'on doit demander à la communauté européenne de revoir et de lire les propositions algériennes amicalement. Donc, c'est ça le business. C'est ça. Alors, M. Hadkayel, justement, en parlant de ce déséquilibre, moi je voudrais bien citer les propos du ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, quand il parle d'un véritable boulet au pied de l'économie algérienne. C'est fort, mais ça résume très bien, justement, ce déséquilibre dans cet accord d'association. Bien sûr, parce que pour qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Voilà, il faut que les deux parties puissent en bénéficier. Mais là, malheureusement, il n'y a qu'un seul côté de la Méditerranée qui en bénéficie. Et on aimerait bien... c'est dans l'intérêt de l'Union européenne aussi à ce que l'économie algérienne puisse se développer, puisqu'elle deviendra l'un des moteurs en fin de compte de cette économie-là, et on a une certaine proximité avec l'Union européenne. On a tout un tas d'avantages, on a un historique commun, et l'Union européenne a plus à gagner en fin de compte en renégociant cet accord-là, qu'en restant en fin de compte avec l'accord qui est actuel. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, en fin de compte, l'avenir de l'Algérie, et l'Algérie a un tel potentiel en termes d'exportation de fruits et légumes, et d'ailleurs ça se ressent et on le voit. Il y a 2 jours, j'ai voulu réserver un avion pour Montréal et pour Paris. On m'a dit qu'il faut être sur la liste d'attente pour pouvoir envoyer des fruits et légumes. Ça démontre que le produit algérien, il est très demandé, et d'ailleurs au niveau de l'Union européenne, nos produits ont du goût, et donc ils ont un très fort potentiel d'évolution. Alors, ce qu'on reproche le plus à cet accord d'association, c'est cette question des douanes, ce démantèlement tarifaire, et puis aussi la faiblesse des investissements que l'Algérie aurait espéré avoir. On parle à peine de 13 milliards d'investissements en Algérie. C'est presque insignifiant pour un pays de la taille de l'Algérie. Justement, c'est l'un des principaux éléments négatifs de cet accord d'association. On a l'impression, pardon Mohamed, que l'Union européenne ne voit l'Algérie que comme un marché pour justement commercialiser ses produits. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire, on n'a pas orienté des investissements créateurs de richesses, de production. Les Européens savaient très bien que l'Algérie voulait s'affranchir des hydrocarbures, de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Mais l'effort n'a pas été fait justement pour orienter et pour partager les chaînes de valeur. Parce que le plus important dans un accord d'association, dans un partenariat, quand on parle d'un partenariat mutuellement bénéfique, c'est de partager la valeur, partager la production avec l'Algérie. D'autant plus que l'Algérie offre des avantages incontestables, des avantages comparatifs en termes d'énergie, en termes d'infrastructure. On aurait même souhaité, par rapport aux investissements, qu'il y ait un partage aussi de la technologie et de la connaissance, ce qui n'a pas été fait aussi. Exactement. Transfert technologique. Transfert technologique. Et puis on a la proximité aussi, il ne faut pas oublier ça. La proximité, ça joue un rôle très important. Il y a des études d'éminents économistes américains qui ont prouvé que l'effet de la proximité stimule la valeur, la création de valeur, et crée de la compétitivité. C'est une étude faite sur le contexte de l'Amérique du Sud, entre les États-Unis d'Amérique et ses voisins comme le Mexique, etc. L'effet de proximité. Alors que l'Europe aurait pu
avoir aussi cet avantage de proximité avec l'Algérie. Oui. Mais ils étaient davantage égoïstes, hein, entre guillemets, on va dire. Mais bien sûr, hein, dans les j'ai presque envie de dire que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, hein, voilà, c'est ça. Parce que à nous de tous les États, on le dit, hein, nos intérêts. En géopolitique, on dit que tous les États sont égoïstes. Il n'y a pas d'État altruiste. Donc c'est clair. Mais on ne nous fera pas de cadeau, moi. Tout à fait, hein, exactement. Mais quand même, l'Algérie était d'abord un fournisseur stable et de confiance de l'Europe en matière énergétique. Et c'est très important. On voit aujourd'hui le rôle de l'énergie. Et d'ailleurs, l'Europe souffre aujourd'hui à cause de l'énergie. C'est-à-dire les surcoûts et même les délocalisations des entreprises, surtout allemandes par exemple. Et l'Algérie a répondu présente justement. Mais tout à fait. L'Italie, il fallait pallier le manque de gaz russe. Tout à fait. Ouais. Mais en termes d'investissement, effectivement, le ministre des Affaires étrangères a souligné ce chiffre qui est frappant. C'est-à-dire sur 13 milliards de dollars d'investissement des entreprises françaises, plutôt des entreprises européennes en général. Ouais. Donc on doit déduire aussi 12 milliards de dollars de transfert de dividendes. Tout à fait. Donc la balance est pratiquement... et puis, ils vont vous dire que les Européens vont vous dire, voilà, il y a de l'échange, 1000 milliards entre l'Algérie et l'Union européenne, et même le pétrole, le gaz, c'est de la marchandise. Mais non. Mais dans l'objectif de l'accord d'association, l'Algérie a visé la diversification de son économie. Tout à fait. Mais c'est ça l'objectif. Sinon, ce n'est pas le marché qui en manque. Sinon, on aurait pu signer les accords, rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce et s'arrêter là. Donc, ce n'est pas le libre-échange que cherchait l'Algérie. C'est ce partenariat, justement, mutuellement bénéfique, qui puisse transférer de la technologie, qui puisse former. Mais aujourd'hui, justement, pourquoi j'ai parlé du contexte, il y a ce nouveau contexte qu'on appelle le raccourcissement des chaînes de valeur mondiale. Donc ça, l'Europe, elle a déjà commencé ça fait plusieurs années, c'est-à-dire de créer des chaînes de valeur régionales avec le sud de la Méditerranée, avec l'Europe de l'Est, etc. Et là, justement, c'est une occasion de négocier justement la nécessité de créer des clusters et de créer des chaînes de valeur intégrées, c'est-à-dire en délocalisant une partie de la production ou en faisant de la colocalisation, par exemple. Voilà donc les solutions. De toute façon, l'Algérie, elle a ses avantages. Il y a même en perspective. Ces avantages. Mais moi, je veux rester sur ces points faibles dont souffre l'Algérie. L'un des problèmes aussi, c'est l'imposition des quotas, notamment avec l'instauration de cette taxe carbone. C'est aussi un véritable handicap pour nous. Nous avons de l'acier à vendre, nous avons du ciment, mais on n'arrive pas avec cette histoire, justement, de limitation des quotas. Oui, l'Algérie, avec le marché européen, on a signé l'article 25 et 26 pour l'accès au marché européen. Actuellement, l'accès au marché européen des produits algériens hors hydrocarbures est limité. Pourquoi il est limité? On a signé une clause. Donc on peut mettre ça sur la table avec des dossiers. Donc l'Algérie, elle a suffisamment d'atouts pour revoir et renégocier l'accord, notamment dans le cadre des investissements productifs, notamment la création d'emplois. On n'a pas vu ça. Au contraire, on a assisté en Algérie à des départs de sociétés européennes d'Algérie, même des banques. Il y a des banques, ils ont dit que... Pourquoi? Ils ont dit qu'en Algérie, le profit est minime. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché américain, les investissements, ils sont à 4,5 et en Europe, ils sont à 2,2. Donc ils cherchent le profit. C'est des capitalistes, ils cherchent le profit. Mais si vous cherchez le profit, pourquoi vous avez signé l'article 25 et 26 qui parlent de l'accès au marché européen et d'autre part, vous limitez l'accès aux produits algériens, aux produits hors hydrocarbures, les produits agricoles, les produits manufacturés, ils sont interdits sur les marchés européens. Pourquoi? Donc c'est un point d'interrogation qui va aider l'Algérie énormément dans la renégociation à l'amiable. Donc tout ça, on doit le mettre sur la table avec des dossiers réels.
Alors justement, vous parlez des secteurs qui en souffrent le plus. C'est le secteur agricole, puisque vous êtes dans le domaine, M. Hadkaïl. Il n'y a pas que le secteur agricole, il y a aussi maintenant, on parlait du ciment, on parlait de l'industrie pharmaceutique aussi. L'Algérie a son mot à dire. Vous le vivez comment directement dans votre domaine, M. Hadkaïl? Voilà. On a un site sur Internet qui s'appelle Europa Helpdesk, on regarde dessus et on est limité entre octobre par exemple et octobre et avril. On peut exporter notre marchandise au-delà du mois d'avril, entre avril et octobre. On peut l'exporter, mais on va être assujetti à certaines taxes. Voilà. Donc, quand on parle avec les décideurs européens, ils nous disent c'est pour protéger nos agriculteurs. Ouais. Et alors que de l'autre côté, ils ont un libre marché qui n'est pas limité à ces périodes-là. Donc, il y a aussi certains produits algériens qui sont d'excellente qualité, à l'image du fromage, à l'image des miels. Les miels algériens sont d'excellente qualité et on nous dit pas que c'est interdit, mais on nous crée tout un tas de normes techniques et de réglementations et de tralala pour pouvoir ne pas pouvoir envoyer nos produits. Voilà, alors que c'est complètement ubuesque. C'est des mesures discriminatoires. Justement, c'est ces mesures non tarifaires. Parce que c'est vrai qu'il y a un démantèlement des taxes douanières, tarifaires, etc. Mais en parallèle, on met en place des mesures non tarifaires. C'est les normes. Les normes phytosanitaires, les normes de l'environnement maintenant, la décarbonation, etc. On va vous dire que votre carbone, votre acier, votre ciment, donc il y a le gaz dedans, donc c'est l'énergie fossile. C'est ça, c'est la taxe carbone. Alors que dans la réalité, ils ont besoin du gaz, et ils ont besoin c'est-à-dire même eux, leur énergie renouvelable n'arrive pas réellement au résultat escompté, c'est-à-dire ça participe d'une manière vraiment dérisoire à leur énergie, mis à part un peu l'énergie nucléaire dans certains pays, mais pour d'autres non. Donc il y a c'est-à-dire, mais c'est de la bonne guerre bien sûr. Donc il appartient à l'Algérie aussi de construire ces normes. C'est très important. Nous devons aussi protéger notre économie avec des normes. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce qu'ils ont contesté les Européens, je pense en 2020, c'était les DAPS, c'est les DAPS. Mais l'Algérie est là ce daroit justement de protéger son économie. D'autant plus qu'il était à un certain moment dans une allure relativement déficitaire, surtout par rapport à la baisse des prix du pétrole. Donc, et y compris l'OMC, il permet ça. Mais l'OMC, c'est le plus grand marché de libre-échange, mais il permet aux pays, quand il y a des difficultés financières internes, de protéger un certain nombre c'est-à-dire un certain nombre de produits, ou bien de limiter un peu. Donc l'Algérie, elle a vu que sa balance commerciale était déficitaire. Donc surtout les années 2018, 2019, 20. Et ça ne pouvait pas continuer comme ça. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour cette raison qu'elle a mis en place ces DAPS. Et puis, toute l'Europe et les États-Unis, tous les pays développés, dans l'histoire économique, ont commencé par la protection de ce qu'on appelle les industries naissantes. Les industries naissantes, c'est-à-dire quand on commence une industrialisation ou développer une filière, elle a besoin de protection. En tout cas, il n'y a pas plus protecteur que les Américains et les Européens. On le sait très bien. Donc maintenant, ces mécanismes, c'est-à-dire ces mécanismes intelligents qu'ils font, etc., invisibles, donc on doit aussi les dénoncer, parce que ça bloque effectivement. Mais y compris quand vous exportez un produit agroalimentaire, il y a des taxes à l'intérieur des produits. Les intrants, ils sont taxés. C'est-à-dire, on va vous dire que c'est zéro taxe, mais réellement, ils taxent certains intrants. Donc, il y a une batterie de taxes qu'on ne voit pas. Très bien. Alors, lorsqu'on va arriver, je vous pose la question, et si vous voulez rajouter quelque chose, M. Hadkaïl, vous le faites. On arrive à ces négociations pour réviser cet accord. L'Algérie a des atouts à faire valoir. Quels sont ces atouts, à part peut-être l'énergie? On a dans le secteur agricole, parce que ça fait un certain temps que... Et on parle beaucoup de l'agriculture. Exactement. On a 300 jours d'ensoleillement par an. On est l'un des rares pays au monde
qui produit de la pomme de terre 12 mois sur 12. On a des produits qui sont d'excellente qualité parce qu'ils n'ont pas été modifiés génétiquement, qui ne sont pas hybrides, c'est des fruits et des légumes qui sont autochtones. Donc ils ont un certain goût, ils ont une certaine valeur, et notre produit n'est plus approuvé à l'étranger, à l'image de la date algérienne, à l'image de l'orange algérienne, à l'image de tout un tas de produits algériens qui ont fait leurs preuves à l'étranger. D'ailleurs, sans vouloir faire de publicité, il y a un produit, en fin de compte algérien, une crème à tartiner qui a fait un buzz immense à l'étranger. Et ça démontre quoi? Ça démontre que nos produits sont équivalents, si ce n'est meilleurs, pour ne pas qu'on puisse dire qu'on est chauvin, mais nos produits sont d'excellente qualité. Et à partir de là, je vois pas pourquoi on nous crée toutes ces barrières qui ne disent pas leur nom. D'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, l'ensemble des agriculteurs font des manifestations. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils croulent sous les normes. Et ils ont demandé à ce qu'il y ait des commissions qui puissent retirer ces normes-là, si ce n'est les alléger. Même eux croulent sous les normes. Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est pour cela le président de la République il a demandé à ce qu'on doit revoir et simplifier les conditions pour les produits algériens agricoles et industriels qui vont vers le marché européen. Maintenant, on est en obligation d'aller vers des propositions et de renégociation et de revoir ces conditions qui bloquent les produits algériens. Donc la situation actuelle, c'est-à-dire économique de l'Algérie vis-à-vis de la communauté européenne, on est tenu de revoir la liste des produits et les produits algériens qui sont bloqués hors hydrocarbures. Et aussi, nous avons notamment beaucoup d'articles. Il y a le 55, il y a le 25, il y a le 26, il y a l'article 9. Tout ça doit être revu normalement pour, c'est-à-dire remédier au déséquilibre et remédier aux conditions qui bloquent les produits algériens. Il y a beaucoup de conditions qui bloquent les produits algériens et nous n'avons pas bloqué les produits. Nous avons l'article 41 qui protège les produits algériens et les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Je vous donne un chiffre. Par exemple, de 2005 à 2019, si nous allons voir le nombre de sociétés PME, PMI qui ont fait faillite, c'est énorme. Donc on peut prendre ces dossiers et les donner à la communauté européenne. Car nous avons plus de 300 000 entreprises qui ont fait faillite. Alors justement, l'un des défis, on sait qu'aucun pays ne peut s'autosuffire. Il ne faut pas se mentir. Donc on est forcément tenu de s'ouvrir. Le véritable défi, c'est de s'ouvrir tout en se protégeant. Vous parliez tout à l'heure du protectionnisme des Américains. Comment peut-on trouver justement le juste milieu entre cette ouverture et ce protectionnisme par rapport aux produits locaux, produits algériens? En tout cas, on ne peut pas vivre dans l'autarcie, hein, ça c'est clair. On a besoin de partenariats, on a besoin de faire des échanges, de s'ouvrir davantage, mais de s'ouvrir intelligemment. D'avoir une planification stratégique, d'avoir une politique du commerce extérieur proprement dite. C'est-à-dire, quand on parle d'une politique de commerce extérieur, il faut qu'il soit connecté avec la production nationale, avec la production locale. Comment viser ce qu'on appelle la remontée des filières? Comment viser ce qu'on appelle le développement des filières, le développement des clusters? Comment libérer une partie? Par exemple, on a besoin, c'est-à-dire il faut faire un travail de diagnostic approfondi sur nos filières, sur nos produits, et il faut aussi faire des choix stratégiques. C'est-à-dire on ne peut pas y aller dans tous les sens. Identifier des domaines où on peut être compétitif. Effectivement, là on pourrait être compétitif. Donc je peux prendre par exemple la branche agroalimentaire, et il y a de l'opportunité de la développer. Mais aussi on a déjà la branche de l'électroménager. On a, je pense, environ 70 comme ça entreprises, ce n'est pas plus, dans l'électroménager. Et il y a de l'intégration. Il y a la cuisinière est intégrée à plus de 80%. Donc on a la branche électrique.
électrique, il est très très développé, plus de 300 entreprises, je pense. Donc nous avons des filières qui ont connu cette remontée, cette performance. Donc ces filières-là, il faut justement les aider à s'internationaliser et à les connecter dans des chaînes de valeur internationales. Et maintenant, pourquoi pas une chaîne de valeur avec les Européens. Et quand on a par exemple Sonatrach et Sonalgaz aussi, qui sont dans un projet d'énergie, du gaz, énergie renouvelable, etc., électricité, projet d'exportation d'électricité, d'hydrogène vert, etc. Donc cela veut dire qu'on doit négocier aussi l'installation des usines, que ce soit de pétrochimie en Algérie, des usines aussi de l'électromécanique, des usines. Donc c'est-à-dire ces chaînes, il faut les intégrer. Quand on fait valoir notre avantage, par exemple à partir de l'énergie, mais aussi on a des industries quand même actuellement qui commencent à se développer dans l'industrie de bâtiment, par exemple, céramique, etc. Donc c'est des industries très importantes qui ont connu une certaine maturité. En tout cas, même l'ouverture après, quand on négocie l'ouverture des taxes, etc., il faut négocier en fonction de la performance ou bien de la compétitivité du produit local. Quand le produit, je considère qu'il est compétitif, il est prêt à se battre avec le produit de l'Europe ou bien international, donc je libère. Mais je ne peux pas libérer un produit qui est en train de se former, c'est-à-dire de construire progressivement sa compétitivité. Et l'erreur, justement, et je termine, l'erreur de cet accord, c'est qu'on a tout ouvert en même temps et on n'a pas fait le diagnostic parce que, bon, certainement à l'époque il y avait d'autres objectifs, surtout politiques aussi. Donc c'est pour cette raison qu'on a ouvert et on était aussi dans une position faible, on sortait d'une décennie noire, mais il a fallu protéger certaines filières. Justement, Mohamed nous parle du produit local, produit algérien, qui a fait ses preuves déjà à l'échelle nationale, puisque on a vu pas mal de... Maintenant, lorsque vous allez dans une supérette ou dans une grande surface, vous allez trouver pas mal de marques algériennes dans les détergents, le cosmétique, l'agroalimentaire. Et l'Algérie, pendant la période du Covid, s'en est plutôt bien sorti. On a su gérer cette période du Covid qui nous a peut-être été bénéfique. L'entreprise algérienne, il va falloir l'accompagner d'abord pour l'exportation. Il y a des normes, il y a des standards. Bien sûr. Est-ce que ce travail-là commence à se faire? Est-ce que l'entreprise algérienne commence déjà dans son plan de développement, pense à l'exportation? Par exemple, si je vous prends le cas de la céramique. La céramique, si elle n'exporte pas, elle ne vit pas. Voilà. Il y a beaucoup de céramistes dans la région de Batna. Ils ont besoin d'exporter. S'ils n'exportent pas, ils ne peuvent pas vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a le business model est fait. Tout le monde s'est lancé dans ces usines et tout ça de fabrication de céramique. Et maintenant, d'ailleurs, la céramique algérienne s'exporte très bien. Et donc, ça, c'est à mettre sur la table au niveau des accords d'association avec l'Union européenne. On leur dit qu'on a de la céramique, il y a la transformation industrielle, il y a tout un tas de produits. Là, d'ailleurs, quand on rentre dans les centres commerciaux, vous avez parlé des centres commerciaux, pour un même produit, on a 50 mètres de zone d'achalandise pour un même produit. Donc ça démontre quoi? Ça démontre qu'il y a de l'ingénierie, ça démontre qu'il y a de la technicité, ça démontre qu'il y a du marketing, ça démontre tout un tas de choses. Et ces choses-là, en fin de compte, l'Algérien a su les apprendre et les mettre en place. Et tout le monde maintenant cherche à exporter. Auparavant, quand on parlait, je parlais avec des gens il y a 10 ans de ça, nous on exporte. Qu'est-ce qu'on exporte? On exporte. Et maintenant, la philosophie, la manière de réfléchir a changé, elle a évolué. Tout le monde veut exporter. Tout le monde cherche à exporter, ne serait-ce que pour une petite entreprise ou que pour une grosse industrie. Pourquoi? Parce que le marché local est demandeur, mais on peut aussi faire rentrer du business en exportant. Et il n'y a aucun pays au monde qui vit sans exportation. Tous les pays du monde vivent sans exportation. Voilà. Monsieur Djuma, en parlant justement d'exportation, est-ce qu'il y a des mécanismes pour accompagner ces entreprises? Ce travail-là doit se faire indépendamment des négociations qui pourraient peut-être prendre du temps, donc pour gagner du temps. Parce que nous ne savons pas exporter. C'est un problème. Que ce soit les banques, que ce soit les entreprises.
il n'y avait pas de suivi. D'ailleurs, les 54 décisions du président de la République, où il a exigé d'ouvrir des banques à l'extérieur pour sauvegarder l'exportateur. Parce que s'il ne rapatrie pas son argent, il va en prison en Algérie. Donc tout ça, le président, dans les 54 points, a demandé à ce que des banques doivent être... Ce qui commence à se faire en Afrique, justement. Pour assurer le rapatriement, et aussi les techniques d'exportation. Il y a les risques financiers de l'exportation. Il y a tout ça. L'Algérien ne les savait pas. Même dans les entreprises publiques et privées, il n'y avait pas des départements, des services qui cherchaient les marchés extérieurs. Il n'y avait pas. Vous entrez dans une entreprise, on ne trouve pas un département recherche des marchés extérieurs. Ça n'existait pas. Mais maintenant, ils sont obligés. Il faut aller maintenant. Là, ça les assurances aussi, puisque vous parlez de risque. L'assurance, on a créé dans les années 90. Elle a été créée à l'époque de Slimani Allah yarhamou al-Hajj. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est la formation. Il faut former les gens à l'exportation. Parce qu'il y a des techniques, il y a des règles usances. Tout à fait. Il y a des règles usances du commerce extérieur. Il y a des standards, il faut les respecter. Il faut que les écoles... Moi, j'ai fait des formations pour des gens, pour des grandes entreprises en Algérie, et que pour l'export, à l'époque, j'étais à Béjaïa, les techniques d'exportation, ils ne savaient pas. Les normes, il n'y avait pas. Les garanties, il n'y avait pas. Maintenant, alhamdoulilah, le président de la République, par les 54 points... On était dans l'import-import. On ne pensait même pas à l'exportation. Il y avait certaines exportations. Moi, j'étais dans une banque où il y avait des exportations, même au Japon. Des listes algériens qui partaient dans les années 92-93 au Japon. Parce que le marché était ouvert pour l'importation. Donc tout ça... c'est-à-dire il faut faire la formation, il faut créer des directions. Maintenant, alhamdoulilah, ils ont ouvert au Sénégal, ils ont ouvert en Mauritanie, ils ont ouvert la BE, elle a ouvert à Paris des agences où il faut, c'est-à-dire éliminer les risques financiers des exportateurs. Il y a beaucoup d'Algériens, on a fait un séminaire sur WhatsApp pour tous les exportateurs algériens. Elle m'appelle une dame qui a exporté en Arabie Saoudite 2 millions de dollars sans de documents financiers et sans documents commerciaux. Moi, j'étais étonné. Elle m'a dit comment je vais récupérer mon argent. Donc, il faut apprendre aux gens. Comment exporter parce que c'est un métier et il faut être à la hauteur pour ne pas... maintenant, on a les banques algériennes qui assurent la garantie du rapatriement de l'argent, mais on doit aller à l'avant pour la formation. Quand on écoute tout ce que ces honorables personnes sont en train de dire, c'est que l'exportation permet de hisser les standards vers le haut. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en termes d'emballage, en termes de flux financiers, en termes sur tous les plans, c'est que les standards sont en train d'être hissés vers le haut sans qu'il y ait une bousculation, sans que quelque chose, en fin de compte, les gens soient bousculés. Et ça se fait tout doucement et c'est en ça que l'exportation apporte une plus-value au pays. Très bien. Mohamed, avant peut-être de conclure, ces négociations vont commencer très bientôt, puisqu'on dit que les négociations de révision, c'est pour janvier 2025. Ça va être un processus lent selon vous, ou comme c'est juste une révision, ça pourrait être relativement court? Oui, je pense que du moment que le président de la République a demandé déjà dans un conseil des ministres une révision article par article de l'accord d'association, donc je pense que ça va prendre le temps qu'il faut en tout cas, mais il faut négocier. L'Union européenne, Mohamed, peut jouer sur le temps, peut faire durer ces négociations puisque cet accord profite justement essentiellement à l'Union européenne.
Ça peut être un levier sur lequel elle peut agir, le facteur temps? Oui, non, il faut savoir, oui, bien sûr, en tout cas l'Union européenne va défendre, parce que surtout que l'Union européenne, il faut dire les choses telles qu'elles sont actuellement, est en crise aussi. Tout à fait. Surtout les principaux pays. L'Allemagne est en crise, et il est en train d'assister à des délocalisations très importantes vers les États-Unis. Donc il y a beaucoup d'usines qui ferment en Allemagne, chose qui était impensable à un certain moment. L'Europe a perdu beaucoup dans sa compétitivité par rapport à des leaders, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Turquie. Mais maintenant, l'Europe aussi, elle a intérêt de chercher d'autres marchés. Et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure, elle a mis des programmes Horizon 2021, 2023, 2024, donc la Méditerranée du Sud, l'Union africaine, etc., pour prospecter d'autres marchés. Et je pense qu'ils sont aussi dans une nouvelle approche, quand ils parlent des clusters, etc., transfert de la technologie, les énergies renouvelables. Donc ils sont un peu dans une nouvelle approche, je pense. Et l'Algérie doit justement négocier maintenant profondément cet accord. Et il faut exiger le partage de la valeur, le partage de ces chaînes de valeur. Même en termes de services. Nous avons l'université algérienne, ils forment de la bonne qualité, surtout dans certaines spécialités, l'informatique, dans la recherche pharmaceutique, la médecine, etc., dans le marketing. Et là, maintenant, on voit que, vous savez que des entreprises européennes qui délocalisent ces services vers l'Inde, vers l'Asie, etc. Alors que même ces services-là, ils peuvent être délocalisés vers l'Algérie, c'est-à-dire pas une délocalisation physique, c'est-à-dire ils peuvent faire travailler la main-d'œuvre algérienne à partir de l'Algérie. Donc, parce qu'il y a des domaines maintenant avec le télétravail, etc. Donc voilà, des domaines qu'il faut négocier, mais surtout faire valoir notre atout énergétique. Parce que l'énergie, ce n'est pas quelque chose de rien du tout aujourd'hui. C'est un enjeu géostratégique et économique. Notamment de nos jours. Alors, messieurs, très rapidement, si vous deviez conclure, monsieur Djuma. Oui. Aujourd'hui, l'Algérie, elle doit aller vers... c'est-à-dire, il y a beaucoup d'articles. L'article 57 qui parle des clauses de l'énergie. Donc, on doit revoir cet article parce qu'il y a de nouveaux produits. Il y a l'hydrogène, ils n'ont pas été prévus dans le premier article. Donc, il y a là une mise à niveau des produits par rapport à la liste. Mais aujourd'hui, moi, je pense que la communauté européenne, notamment dans la coopération économique avec l'Algérie. Il y a l'article 55, il parle de coopération à long terme. Donc là, on peut valoir cet article. Et la communauté européenne, elle a 53% de son PIB du produit algérien. Donc c'est important. Donc on va négocier à l'aise. L'Algérie, elle a des atouts, comme la communauté européenne, elle a des atouts. Mais revoir la liste et revoir les produits énergétiques et revoir la coopération économique est important aujourd'hui, et surtout avec l'avènement du président américain Trump. Même lui, il a parlé d'un déséquilibre avec tout à fait avec la communauté européenne. 300 millions. Alors, on reviendra certainement à ce sujet, puisque les négociations ne font que commencer. Monsieur Toufiq Hadkhaïl, pour conclure... Pour conclure, je vous dirais très rapidement, je vous dirais que l'Union européenne, c'est dans son avantage de revoir ces accords-là. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. Et elle a des avantages aussi, c'est que l'énergie n'est pas chère en Algérie. Donc plutôt que de délocaliser sur un autre continent, il vaut mieux délocaliser en Algérie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'Algérie, avec un déficit de 1000 milliards d'euros, elle a tout intérêt à renégocier. Donc il vaut mieux négocier, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Voilà. Alors, merci messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous Toufiq Hadkhaïl. Vous êtes président du CAFLEX, cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Nous avions également avec nous monsieur Nabil Djuma, expert économique et financier, et également Mohamed Achir, notre consultant. Messieurs, merci beaucoup pour vos éclairages. J'espère vous retrouver dans d'autres sujets pour débattre peut-être aussi de cet accord qui reviendra certainement lors de cette émission. Et puis, merci surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.